font des promotions de l'industrie. Ce journal vous est présenté par font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Voici les titres de cette grande édition. Dans un discours tenu ce lundi 2 juin, l'opposant Martin Fayulu se dit prêt à rencontrer le président Félix Tshisekedi. Il a également appelé Kabila et Nanga à se remettre sur le droit chemin. Et puis, début des épreuves hors session de l'Exeta 2025, ce lundi 2 juin dans le territoire congolais, une première journée jugée abordable par les finalistes qui se sont exprimés au micro de Patience Lokeke. À l'international, le commerce africain fait face à un défi majeur concernant les droits de douane, ce qui constitue un obstacle majeur à son expansion et à son intégration régionale et mondiale. Martin Fayulu se dit prêt à rencontrer le président Félix Tshisekedi. C'est l'une des principales annonces faites par l'opposant dans un discours diffusé ce lundi 2 juin sur les réseaux sociaux. Le président de l'ECD a également invité Joseph Kabila à quitter Goma et Corneille Nangaa à se désolidariser du M23. De mon mat. Nation, publié ce lundi sur les réseaux sociaux, l'opposant Martin Fayulu a sollicité une rencontre avec le président Félix Tshisekedi. Il précise qu'il ne s'agit pas d'une faveur, mais d'une nécessité dictée par la gravité de la situation. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et des responsabilités. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Fayulu a également interpellé Corneille Nangaa, l'exhortant à cesser d'être complice du massacre de ses compatriotes congolais, orchestré selon lui par le M23. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. À Joseph Kabila, président honoraire, il a demandé de quitter Goma, affirmant qu'aucune raison ne justifie sa collaboration avec le rebelle. Aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma. Présenté comme un discours à la nation, ces messages ciblaient en réalité trois figures clés de la scène politique, à savoir Félix Tshisekedi, président de la République, Joseph Kabila, ancien président de la République, et Corneille Nangaa, présenté comme cerveau moteur de la rébellion FCM23 sous les regards du peuple congolais. Aux dernières nouvelles, le président Félix Tshisekedi a immédiatement répondu favorablement à l'appel de Martin Fayulu via le compte du réseau social X de sa porte-parole Tina Salama. Félix Tshisekedi loue le patriotisme et le sens d'engagement de cet opposant qu'il se dit prêt à rencontrer. Toujours sur le même sujet, quelle lecture la classe politique fait-elle du message de Martin Fayulu au président Tshisekedi, à l'ancien chef de l'État Joseph Kabila et à l'ancien président de la CENI Corneille Nangaa, devenu chef rebelle? Maître Moïse Pika se félicite de ce que Fayulu seront à l'évidence que le parrain des rebelles, c'est l'ancien président, dit-il. Maître Moïse Pika a été joint par Patrick Ilunga.
Il n'y a que le président de la République en fonction qui peut faire ce qu'on appelle l'adresse à la nation conformément à l'article 77 alinéa 1er et 2e de notre constitution. Et en deuxième lieu et en résumé, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, dans sa communication, a lancé un message de patriotisme comme tout autre Congolais, comme tout autre compatriote peut le faire, surtout en cette période de crise et de guerre à l'est de notre pays, en interpellant M. Corneille Nangaa et Joseph Kabila de cesser tout comportement criminel, toute complicité avec l'ennemi et toute collaboration avec les groupes armés M23 et AFC, aussi avec M. Paul Kagame. Donc le président de l'ECD, Martin Fayoulou, comme compatriote et comme tout autre compatriote, a fait un bon travail tout en interpellant et en comprenant maintenant que M. Joseph Kabila était depuis longtemps l'initiateur de ces groupes armés. Donc en ce qui nous concerne, nous Congolais, nous sommes très contents que le président de l'ECD comprenne aujourd'hui que l'AFC et M23, c'est Joseph Kabila, président honoraire. Parce que lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, disait que l'AFC et M23, c'est Kabila, Martin Fayoulou avait dit que le président Tshisekedi justifiait son incompétence. Mais aujourd'hui, le président de l'ECD, Martin Fayoulou, rejoint la position du président Félix Tshisekedi et son attitude commence à changer jusqu'à condamner et interpeller Joseph Kabila et Corneille Nangaa. On parle sur ce sujet, sur ce plateau avec José Junior Owawa qui est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Alors José Junior Owawa, comment analysez-vous l'adresse de l'opposant Martin Fayoulou à la nation? Voilà, c'est pas une déclaration qui était très attendue, mais finalement elle est arrivée, ça s'annonçait, ça se parlait déjà depuis hier, que Martin Fayoulou allait s'adresser à la nation. Vous savez que son message, comme vous avez dit, se résume par la nécessité de faire taire les égos entre les acteurs clés de la situation politique actuelle. On parle de Joseph Kabila, on parle de Corneille Nangaa, on parle de Félix Tshisekedi, qui sont les acteurs clés de la situation actuelle, d'autant plus Corneille Nangaa pilote la rébellion du M23, et il est basé à Goma. Et Joseph Kabila, pour avoir été l'ancien président de la République, qui s'y trouve également. Et aujourd'hui, il a entamé des consultations depuis son arrivée dans la ville de Goma pour parler avec les différentes couches de la population. Félix Tshisekedi, en tant que le chef de l'État de la RDC, a cette responsabilité aussi de ramener la paix. Et Martin Fayoulou a identifié déjà ces personnages-là qui, de son point de vue, doivent se parler, doivent privilégier le dialogue, que d'entrer dans la belligérance dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui. Il fallait trouver ce point. Moi, je considère que la sortie de Martin Fayoulou, c'est une évolution très positive, notamment pour l'opposant. Vous savez que depuis 2018, Martin Fayoulou n'a plus jamais adressé la parole de manière formelle à Félix Tshisekedi. Ils ne se sont jamais rencontrés devant caméra, ou peut-être, on ne sait pas, peut-être dans l'obscurité aussi non plus. Mais au moins, les deux hommes ne se sont jamais parlé de manière formelle depuis que Martin Fayoulou a estimé que la victoire de Félix Tshisekedi en 2018 lui appartenait et que sa victoire aurait été volée par Félix Tshisekedi en complicité de Joseph Kabila et de Corneille Nangaa. Et aujourd'hui, le même Martin Fayoulou, qui il y a 2 jours venait de prononcer un discours qui se posait la question sur les réseaux sociaux, à se demander si c'était le deuxième mariage entre les FCC et le cash, donc la coalition de Joseph Kabila et celle de Félix Tshisekedi, et qui était une coalition qui a gouverné le pays entre 2019 et 2021 et qui est devenue aujourd'hui, il estimait que, et le fait que Kabila était à Goma, tout ça, il estimait que est-ce que nous étions pas dans une situation où c'était les retours de la situation de 2019. Aujourd'hui, c'est Martin Fayoulou qui se dit qu'il était prêt à rencontrer le président de la République, que le président de la République, à travers son porte-parole, lui exactement aussi accepté de rencontrer Martin Fayoulou. C'est une évolution positive. Maintenant, aujourd'hui, la question de savoir, c'est comment est-ce que Martin Fayoulou va rencontrer le président de la République et quel est le discours que Martin Fayoulou attend
porter auprès de Joseph Kabila et de Félix Tshisekedi. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, l'opposition congolaise avait carrément boycotté les consultations nationales qui avaient été initiées d'ailleurs par le président de la République. Voilà, Est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment dire que c'est une belle initiative de sa part? Oui, c'est justement ça, mais ça va se comprendre dans les contextes politiques actuels parce que il y a quelques mois aussi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Joseph Kabila ont produit un document commun dans lequel ils dénonçaient justement la gestion de Félix Tshisekedi et ils exigeaient justement un dialogue national, mais dans les formats de la CENCO. Personne n'a voulu rencontrer Félix Tshisekedi, en tout cas quand il a mandaté son conseil spécial. Les 4 opposants les plus importants du pays, on peut le dire ainsi, n'ont pas pu rencontrer le conseil spécial du chef de l'État et aujourd'hui que Martin Fayulu puisse quitter justement cette coalition de par sa déclaration, même s'il a plus de la hauteur quand il dit que ce n'est pas pour chercher de faveur, mais il veut rencontrer le chef de l'État pour se parler en face de manière non complaisante pour la résolution de la crise. Il a même planté le décor dans son message, les éléments de langage qui parlent du dialogue politique. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où Martin Fayulu doit rencontrer le chef de l'État. Maintenant, quel est le cahier de charge de Martin Fayulu? Qu'est-ce qu'il pourra aller dire à Félix Tshisekedi? C'est la grande question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il va apporter son cahier de charge il y a quelques années déjà, quand il parlait de la transition politique, il fallait mettre en place et restructurer l'État, tout ce que vous connaissez de ce cahier de charge? Est-ce que c'est le moment pour Martin Fayulu d'aller présenter à Félix Tshisekedi ce cahier de charge? Personne ne le sait, personne n'est dans la tête de Martin Fayulu pour comprendre qu'est-ce qu'il va dire au président de la République, parce qu'il dit qu'il veut proposer une solution, une sortie de crise. Et c'est là la question qui reste entière. La réponse n'est pas encore tout de suite, mais ce qu'on va attendre, mais les jours à venir qui vont nous donner ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas oublier ce qui nous attend de Washington, l'agenda de Washington, où d'ici le 15, le parti prenant au conflit doivent se parler, notamment le Rwanda et la RDC, qui doivent conclure justement un accord de paix après la signature d'une déclaration de principe. Voilà, merci à vous José Junior Ouawa pour cette intervention. Merci beaucoup madame. Poursuivons avec ce journal. Les chefs d'État et de gouvernement signataires de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région condamnent les avancées territoriales et l'installation d'administrations parallèles par le M23 AFC avec un soutien extérieur. Ils appellent aussi à la mise en œuvre rapide et intégrale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies par toutes les parties au conflit en RDC. C'était au cours d'une réunion régionale tenue en Ouganda. Patrick Ilunga nous en dit plus. C'était la 12e réunion de haut niveau du mécanisme de surveillance régionale. Cette réunion s'inscrivait dans le cadre des efforts régionaux en cours pour consolider la paix, renforcer la coopération et apporter une stabilité durable à la RDC et à la région des Grands Lacs, conformément aux engagements pris au titre de l'accord cadre signé à Addis Abeba en 2013. Au total, 12 pays étaient représentés à la réunion, dont le Rwanda. Kigali a également condamné la mise en place d'une administration parallèle par le M23. La réunion a vu la participation des membres des institutions garantes de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région des Grands Lacs, à savoir l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et les Nations unies, ainsi que des partenaires de la région en tant qu'observateurs. La réunion, tenue sous l'égide du président ougandais Yoweri Museveni, avait pour but d'examiner les développements sécuritaires et politiques en RDC et dans la région. L'autre objectif de cette réunion de haut niveau était d'examiner le projet de plan d'action pour la revitalisation de l'accord cadre. Face à l'évolution de la situation sécuritaire, ponctuée par la poursuite des combats entre l'AFC M23 et l'armée congolaise dans certains territoires à l'est de la RDC, les chefs d'État ont exprimé leurs profondes préoccupations face à la dégradation de la situation sécuritaire ainsi que de graves conséquences humanitaires et en matière de droits de l'homme, notamment des déplacements massifs, l'augmentation
augmentation importante de violences sexuelles liées au conflit et l'accès réduit aux services et à l'aide humanitaire. Dans l'est de la RDC, où la sécurité est une question complexe, la multiplicité des groupes armés locaux et étrangers est un facteur qui complique la recherche de la paix. Les chefs d'État et de gouvernement ont unanimement reconnu la persistance de l'insécurité marquée par la résurgence des groupes armés à l'est de la RDC, dont les FDLR, les ADF, le Red Tabara et la Codeco. Ce lundi, le général Blaise Kilimbalimba a officiellement pris ses fonctions à la tête de la police provinciale du Haut-Katanga. La passation de pouvoir avec son prédécesseur, le général Dieudonné Odimba, a récemment promu directeur national en charge de la sécurité publique au sein du commissariat général de la police à Kinshasa, s'est tenue dans les locaux du commissariat provincial à Lubumbashi. La cérémonie solennelle de remise de l'étendard placé sous l'autorité du gouverneur Jacques Kiaboula reste à venir dans Momat. Commissaire divisionnaire, je vous remets l'étendard. Par l'échange du drapeau et la signature des documents officiels, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a officiellement pris ses fonctions à la tête de la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga, en remplacement du commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba. Lors de la cérémonie organisée ce lundi 2 juin 2025, le nouveau commissaire provincial a sollicité l'accompagnement de tous ses collaborateurs pour mener à bien sa mission, à savoir assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans son allocution, l'officier supérieur a également exprimé sa gratitude envers le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance placée en lui en le nommant d'abord commissaire divisionnaire adjoint, puis commissaire provincial de la province du Haut-Katanga. Il a également remercié les différentes autorités, de la première ministre au gouverneur du Haut-Katanga, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Avant lui, son prédécesseur, le commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba, a invité les troupes à faire preuve de discipline et de loyauté envers le nouveau commandement. Travaillez avec abnégation, donnez-vous corps et âme comme vous l'aviez fait avec moi, a-t-il insisté. Le commissaire Kilimbalimba a conclu en remerciant l'assistance présente dans la salle. Votre présence témoigne d'un climat de confiance et c'est ce climat qui m'accompagnera dans ma mission de sécurisation de la population et de leurs biens dans la province du Haut-Katanga, a-t-il déclaré. La traditionnelle réunion de conseil de ministres a eu lieu vendredi dernier à Kinshasa autour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours de cette réunion, le président de la République a ordonné l'audit du secteur minier du pays, notamment les différents joint ventures et la participation étatique dans les sociétés détentrices des titres miniers. José Junior Owawa. D'après le compte rendu présenté par le porte-parole du gouvernement, le président de la République a insisté sur la nécessité pour la RDC de renforcer sa souveraineté économique pour faire face aux chocs exogènes qui se profilent à l'horizon. C'est dans cet esprit de souveraineté économique et lors de la 29e réunion du Conseil des ministres tenue en 2021 que le président de la République a rappelé qu'il avait instruit le ministre de Mines en coordination avec le ministre du Portefeuille de procéder à un contrôle systématique de la gestion des actifs miniers de l'État dans les entreprises concernées. Ce contrôle devrait notamment permettre d'identifier de manière exhaustive les actifs miniers résultant des amodiations et évaluer les recettes qui auraient dû être perçues par le Trésor public, vérifier les modalités de désignation et la légitimité des représentants de l'État au sein de ces structures, a précisé le porte-parole du gouvernement. Près de 3 ans plus tard, il est constaté que les résultats escomptés, notamment ceux permettant de clarifier la représentation effective de l'État dans les sociétés minières, ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, la situation dans les joint ventures minières où l'État est censé jouer un rôle stratégique demeure marquée par un manque de transparence préoccupant, a constaté le chef de l'État. Cette opacité nuit à la bonne gouvernance du secteur extractif
et freine les efforts de mobilisation optimale de recettes publiques, a-t-il souligné. Ce déficit de clarté et de reddition de comptes est inacceptable selon le chef de l'État car il compromet les objectifs que la RDC se serait fixés en matière de justice économique, de développement durable et de consolidation de la souveraineté du pays sur le minerai. Et pour permettre au gouvernement de prendre les mesures correctives nécessaires, le président de la République a instruit le ministre des Finances, le ministre de Mines ainsi que le ministre du Portefeuille, en collaboration avec son cabinet, à mettre rapidement en place une commission ad hoc qui sera chargée notamment de lancer un audit exhaustif et systématique des actifs miniers relevant de la participation de l'État, évaluer la gouvernance des sociétés minières, proposer des mécanismes de redressement et de meilleure structuration de la présence de l'État dans les secteurs. Parlons du secteur de l'éducation. Pour cette première journée de l'Exeta, l'épreuve de dissertation a été jugée abordable par plusieurs élèves finalistes interrogés à la sortie du centre Saint-Joseph à Gombe. Les épreuves se poursuivront dès ce mardi 3 juin avec les examens traditionnels du mercredi 4 au samedi 7 juin. Les finalistes affronteront à l'épreuve de français oral. Patience Lokeke. Le coup d'envoi des épreuves hors session de l'examen d'État a été donné ce lundi 2 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Comme le veut la tradition, la première journée était consacrée à la dissertation. À Kinshasa, 2 élèves interrogés à l'école Saint-Joseph de la Gombe, l'un des centres d'examen, ont jugé l'épreuve abordable. Tout s'est déroulé comme prévu. Nous avons commencé un peu tard, mais ça s'est bien passé. J'ai en tout cas apprécié l'organisation. L'organisation était bonne. Ça s'est passé plutôt bien. C'était la dissertation aujourd'hui. C'était sur l'envie. En gros, le sujet il s'intitulait il faut détourner le regard sur les objets des autres pour ne pas être poussé à envier. La dissertation sera suivie dès mardi 3 juin des épreuves traditionnelles. Du mercredi 4 au samedi 7 juin, les finalistes passeront le français oral. La pratique professionnelle est prévue du lundi 9 au samedi 14 juin. Pour cette édition, près de 1 100 000 candidats sont inscrits à la dissertation, dont 461 184 filles et 612 585 garçons, issus de toutes les provinces et des centres hors frontières. À Kinshasa, de nombreux parents saluent la décision du gouvernement d'interdire le recours au maquis pour les élèves finalistes. Cette mesure, selon eux, va favoriser une préparation plus rigoureuse et mieux encadrée à l'abri des débordements constatés les années précédentes. Gigi Nédé. Le ministère de l'Éducation nationale a interdit le recours au maquis pour les élèves finalistes aux examens d'État. La décision est globalement bien accueillie. Parents et adultes y voient une preuve de l'engagement du gouvernement en faveur d'une éducation de qualité et d'un encadrement plus strict. La décision prise par le gouvernement est la meilleure, car étant aussi sortis de là, nous connaissons les réalités qui s'y trouvent. Pour certains élèves, le maquis devient un mariage, résultat, grossesse précoce. Les élèves n'y vont pas forcément pour étudier. Selon moi, c'est une distraction entre copains. Ça n'a pas d'importance en tant que tel. Pendant ces temps, les parents peuvent suivre de près la préparation de leurs enfants. Aucun de mes enfants n'ont fait recours au maquis pour la préparation de leurs épreuves d'examen d'État. Je n'ai jamais apprécié cela, car c'est dans le maquis que les enfants perdent leur valeur et détruisent leur réputation. Je salue cette décision prise par le gouvernement. En prenant cette décision, le gouvernement poursuit comme objectif mettre fin aux révisions clandestines non encadrées, recentrer la préparation sur l'école avec les enseignants et lutter contre la tricherie et la dépravation des mœurs.
Dans la nuit du 8 mai au 9 mai 2025, des pluies diluviennes se sont abattues sur la province du Sud Kivu, provoquant un glissement de terrain au village Kassaba dans le territoire de Fizi. Cette catastrophe a entraîné des pertes en vies humaines, des dégâts matériels considérables et la destruction des nombreux ménages, laissant plusieurs familles sans abri. Face à cette situation dramatique, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, sous la direction de Nathalie Aziza Mounana, a rapidement réagi en déployant une mission humanitaire dans la région. Rachel Misenga. Une délégation conduite par Erji Kissima, conseiller expert du ministère, et accompagnée par les députés nationaux du territoire des Fizi, les vice-gouverneurs ainsi que 4 membres du gouvernement provincial, dont le ministre des Affaires humanitaires, s'est rendu sur place pour apporter une assistance aux populations sinistrées. Cette équipe a procédé à la distribution de vivres et des biens non alimentaires, notamment des tôles, des clous et d'autres accessoires indispensables à la reconstruction des habitations par les eaux des pluies. Selon les témoignages des habitants, il s'agit de la première intervention humanitaire de cette ampleur dans la région. Preuve de l'engagement du gouvernement à répondre aux besoins des citoyens en détresse. Sijaonaka hivi, niliona msaada inafika, nikashangaa, sikuwa najua kama tutapokea hii msaada. Kwa tulikuwa boga kuwaona tu, tuko tunatetemeka na joli. Lakini muendelee kwa hiyo kazi mnafanya. Nilipokea sake mbili, nilipokea sake ya mchele, nilipokea sake ya maharage, nilipokea sake ya chumvi, nilipokea yola mbili za nguo. Nilipokea manjanja, nilipokea manguo yola mbili. Les pluies diluviennes ayant frappé les villages des Kassaba, provoqué des dégâts majeurs, causant notamment des débordements de la rivière et accentuant des destructions. Théophile Bachoucho, député national du territoire des Fizi, a salué la réactivité du gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, dirigé par Nathalie Aziza Mounana, qui a fait de cette catastrophe une priorité. Ce que moi je peux saluer de la part du gouvernement, ça a été la flexibilité. Le gouvernement a été très flexible. On a vu dans quelques jours seulement une action être réalisée. Ce n'est pas quelque chose de... Il y a assez de problèmes au niveau du pays, mais quand même, ils ont pris la priorité de Kassaba, la priorité de Fizi. Et ça, nous saluons beaucoup, en fait, Madame Son Excellence, la Première ministre, le chef du gouvernement, qui a su jouer son rôle d'être trop actif par rapport à cette question, trop actif. Cela ne peut pas passer sans celle-là. Nathalie Mounana Aziz qui nous a vite. Ce qui nous est arrivé, ce sont des conséquences du changement climatique. On ne doit pas interpréter autre chose. Et comme nous savons, tout ce que nous devons faire, c'est de tout faire pour que nous puissions planter des arbres. En fait. Cette mobilisation rapide et coordonnée témoigne de l'engagement du gouvernement à venir en aide aux populations sinistrées et à leur offrir un soutien concret pour reconstruire leur vie après ces drames. Revenons à Kinshasa où le non-respect du code de la route est devenu une pratique très fréquente dès nos jours. Les conducteurs comme les piétons ne respectent plus les règles de circulation. Cette situation est en partie responsable des nombreux accidents et embouteillages dans la capitale. Rosie Chioyo et Eli Kabea pour le reportage. Dans la ville de Kinshasa, on ne sait plus reconnaître qui fait la loi. Tout le monde se déplace comme bon lui semble. Les véhicules ne savent pas quand s'arrêter pour céder le passage aux piétons et vice-versa. Cette situation met de nombreuses vies en danger. Certains affirment que les manques de feux de signalisation et l'absence de robot roulage font partie de cause de cette situation. Bon, souvent les manque il y a robot roulage. Roulage oya batu mingi bango bakendaka côté o bamonaka avantage po babanokanga ba moto na mituka au moins na boulevard awa ba fait de signalisation ezaka so mibale ya pamba ebele de chez Koufi yango ndo so mona ba embouteillage na ya ba maki ya ba robot na njela
po makaba robo na nzela ba feu rouge wana ezolakisa ke dépensage oyo baleka dépensage oyo baleka tandis que biloko wana eza te bato bazokata divagation bamituka ezotamba divagation. D'autres justifient cette situation par la peur d'être interceptés par les agents de la circulation routière et préfèrent ainsi n'y pas s'arrêter. Les ordres wana ezosalima c'est parce que na mboka na biso ata moto a respecté code de la route okomona kama ba PCR soki baja bazoya bazokanga mutu wana surtout biso bato moto komona neti awa na ville oko respecter feu rouge o respecter o telemi mais okomona ka PCR yemoko alungwe place aza ayeti place o telemi akateli okutaki siko eloko wana ndezo sala mabe bango bazo tiaka ka loyenge na mboka na biso yango ndezo mona ba moto batelemaka te ba respecter ka feu rouge te kambala moko motake na ye aleki mbala moko c'est parce que moto ayebi soko atelemi place wana bakukanga ye yango ndezo mona tuzo respecter te. Déjà que la capitale est envahie par des embouteillages croissants, il faut noter que ces manques de respect du code routier n'est fait qu'aggraver la situation. Il est très souvent à l'origine de nombreux accidents. En sport, l'international congolais Fiston Maele a remporté sa première Ligue de champions africaine avec son équipe de Pyramide FC dimanche dernier face à Mamelodi Sundowns. L'ancien joueur de V-Club termine en tête du classement des buteurs avec 9 réalisations. Blaise Kuzola. Fiston Maele n'a pas seulement offert un titre inédit aux Pyramides FC. L'attaquant congolais a aussi terminé meilleur buteur de cette Ligue de champions CAF Total Energy 2024-2025. Son 9e but, inscrit lors de la finale retour face à Mamelodi Sundowns 2-1, a scellé une campagne majuscule à la hauteur du statut qu'il s'est construit au fil de tours. À la 23e minute, dans un stade du 30 juin en fusion, le numéro 9 de 30 ans a surgi comme un poison, une course tranchante, une frappe sèche du pied droit à ras de terre et Roniem Williams, le gardien sud-africain, n'a pu que constater les dégâts. Ces buts a mis les Pyramides sur orbite avant qu'Ahmed Sami ne double la mise. Et même si Ikram Rainer a réduit l'écart, les Égyptiens ont tenu bon pour décrocher un sacre continental. Dans cette campagne, Maele a été constant, chirurgical et précieux. Ses 9 buts ont été inscrits en phase de groupe et en phase à élimination directe. Avec sa pointe de vitesse, sa puissance et son sens de placement, l'ancien du Young Africans a été une menace permanente. Il a incarné le visage conquérant d'un club en pleine ascension. Son but en finale a non seulement ouvert la voie au triomphe de Pyramide, mais l'a aussi installé seul au sommet du classement de buteurs. À travers cette performance, Fiston Maele devient le 2e joueur de la RDC en 10 ans à terminer meilleur réalisateur de la Ligue 1 africaine, un accomplissement qui renforce un peu plus son aura sur le continent. Pour le Pyramide, ce titre est une première. Pour Maele, c'est une confirmation. Avec une valeur marchande estimée à 1,5 million d'euros, selon transfermarkets.net, l'ancien joueur du SV Club sera au centre de plusieurs équipes durant ces mercato estivales, tant en Afrique, en Europe et même dans le pays du Golfe. Ce joueur pourrait également être sacré Ballon d'Or africain de joueurs évoluant sur le continent grâce à sa formidable saison. Place à présent à la page internationale. Le gouvernement sénégalais entend transformer 50% de la production locale pour booster la relance structurée, durable et inclusive de ce sous-secteur. Malgré le potentiel évident de l'anacarde, plusieurs contraintes entravent sa structuration. Suivez. Offertes par les commerces, les continents africains restent confrontés à de nombreux obstacles, dont ceux liés aux barrières tarifaires d'un rôle central. Ces droits des douanes imposés sur les biens importés ou exportés ont des conséquences multiples sur la compétitivité, l'intégration régionale et l'industrialisation.
Lors d'un forum diplomatique présidé par la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce le 27 mai 2025 à l'Institut des relations internationales du Cameroun, Ngozi Okodje est revenu sur la nécessité de pallier cela pour faire avancer l'Afrique. Les commerces intra-africains restent limités, représentant moins de 18% du commerce total du continent en raison des barrières tarifaires. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime que la suppression des barrières non tarifaires et d'autres réglementations liées au commerce pourrait stimuler l'économie africaine à l'auteur de 7,1 milliards de dollars. Toutefois, depuis l'imposition des barrières tarifaires et non tarifaires par le président Donald Trump, l'Afrique a subi des pertes économiques qui ont affecté ses exportations vers les États-Unis, perturbé les chaînes d'approvisionnement et accru l'incertitude économique sur le continent. Toutefois, la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okodje, a identifié plusieurs mesures pour aider l'Afrique à surmonter les barrières tarifaires et non tarifaires qui entravent son commerce international. Il s'agit notamment de la réduction des droits des douanes intra-africaines, de l'amélioration des infrastructures et de la logistique, la spécialisation et la diversification de la production ainsi que la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges. Suivons à présent la revue de presse dans une sélection et commentaires de Don Momat. La récente apparition de Joseph Kabila à Goma suscite une cascade de réactions contrastées. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Congo Nouveau s'interroge à sa une, jusqu'où irait Joseph Kabila? L'ancien président en visite dans une ville contrôlée par l'FCM23. Il multiplie les rencontres, notamment avec Corneille Nangaa, coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo M23, et avec des représentants de la société civile locale. Si certains y voient une initiative pour la paix, d'autres y lisent une légitimation d'un pouvoir de fait. Pour ces journaux, la société civile ne peut que répondre à l'appel dans un contexte d'occupation, faute de réelles marges de manœuvre. À l'opposé, le phare dénonce une trahison en termes crus. Quelle garantie de patriotisme peut-on attendre d'un monsieur qui a délibérément décidé d'ôter son masque et de s'afficher à visage découvert comme le patron d'une rébellion qui massacre ses soi-disant compatriotes? La présence de Kabila à Goma serait donc pour le tabloïd une compromission flagrante avec l'ennemi dont le Rwanda est tenu pour l'instigateur stratégique. Plus nuancé, la référence plus, relayant l'IRDH, appelle Kabila à arrimer sa démarche à celle des leaders religieux engagés dans une recherche de paix depuis le 29 mai 2025. Il lui est recommandé d'écouter les victimes et de considérer l'impact des combats armés sur les populations civiles. En parallèle, Africa News révèle une autre facette du débat, la question de la participation économique de Joseph Kabila au capital de plusieurs entreprises nationales. Le média parle d'une étrange affaire et ironise sur un climat où investir en RDC est devenu suspect. Ces soupçons généralisés seraient selon eux des symptômes d'un État où l'accusation politique prime sur la preuve. Sur un autre front, celui de la liberté d'expression, Forum des As s'inquiète de la judiciarisation croissante du débat public. Le cas de Nicolas Kazadi, accusé de propagation de faux bruits, est emblématique. Le confrère met en garde. La réponse à une information erronée ne peut être la prison, elle doit être le débat public. À ses yeux, la démocratie ne peut survivre à la censure ni au filtrage idéologique d'un appareil judiciaire partial. Même tonalité dans Géopolis. Pour lui, pour l'auteur de l'article, dénoncer la mauvaise gouvernance et la captation des ressources nationales est un devoir citoyen et de conclure qu'il serait inapproprié de punir celui qui décrit une situation que tous les experts dénoncent depuis la conférence nationale souveraine. Un appel à ne pas confondre lanceur d'alerte et fauteur des troubles.
Enfin, Info 27 élargit la focale en soulignant les dérives potentielles de l'appareil judiciaire lui-même. À travers le cas de Firmin Vondé et Constant Moutamba, le journal alerte sur un usage sélectif des procédures au gré des rivalités politiques et évoque un double risque, celui d'un discrédit de l'État et celui de l'échec d'une réforme de la justice qui resterait de façade. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. C'est ainsi que s'achève cette session d'actualité. Place au rappel des titres. Dans un discours tenu ce lundi 2 juin, l'opposant Martin Fayulu se dit prêt à rencontrer le président Félix Tshisekedi. Il a également appelé Kabila et Nanga à se remettre sur le droit chemin. Et puis, début des épreuves hors session de l'Exeta 2025, ce lundi 2 juin dans le territoire congolais. Une première journée jugée abordable par les finalistes que vous avez suivis au micro de Patience Lokeke. Enfin, à l'international, le commerce africain fait face à un défi majeur concernant les droits de douane, ce qui constitue un obstacle majeur à son expansion et à son intégration régionale et mondiale. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, bonne fin de soirée chez vous. Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.